Traditions ancestrales, patrimoine, jungle, gastronomie, à la découverte du nord du Pérou, hors des sentiers battus. Arevi et South American Destination Pérou présentent Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gicquel. Ah, chers amis de Sud Radio, si je vous dis c'est pas le Pérou, vous entendez bien sûr que c'est pas le bout du monde. Eh bien c'est vrai, seulement 12 heures d'avion pour rejoindre Lima depuis Paris, et rien que ça pour plonger dans un si merveilleux pays. Ah, le Pérou, 2 fois plus grand que la France, 2 fois moins peuplé, tout en longueur et en majesté montagnarde. Son Machu Picchu, ses lignes de Nazca, ses amours de Lama, Cusco, son lac Titicaca, ça c'est le Pérou qu'on connaît tous bien sûr, situé en fait au sud de son territoire. Eh bien chers amis, sachez qu'il existe du Pérou une autre version de lui-même. Oui, cette version elle est au nord. Elle se compose d'une mosaïque étonnante de richesses tout aussi réjouissante. C'est là que les puissantes et chaudes lames du Pacifique Sud baignent des plages mais alors sublimes, que la forêt amazonienne naît autour de son fleuve, que la hauteur majestueuse de sa cordillère blanche nourrit l'âme de ses habitants d'une andine spiritualité, que les traces même des anciennes civilisations, forteresses, pyramides demeurent auréolées de leur mystère. Et là que le formidable sens de l'hospitalité des Péruviennes et des Péruviens s'exprime avec une éternelle gentillesse. Ils vous inviteront à découvrir une gastronomie épicurienne, saine et absolument savoureuse. Amoureux du contact humain, d'une nature intacte, de la randonnée, de l'histoire, du surf, des ours à lunettes, du ceviche et de la spiritualité andine. Écoutez bien cette émission. Le nord du Pérou, c'est maintenant, c'est du sur-mesure et c'est fait pour vous. Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gicquel. Et pour évoquer ce Pérou que peu de gens connaissent, qui est le nord du pays, nous sommes avec Laetitia González Montilla qui va interpréter une danse traditionnelle, directrice de South America DMC, agence de voyage spécialisée Pérou. Bonjour Laetitia. Bonjour. Avec la petite musique, c'est sympa, hein? Très bien. Petite flûte andine et tout. Ouais. Caroline Béraud est avec nous également. Elle est conseil en tourisme événementiel. Bonjour Caroline. Bonjour. Parlez bien près du micro, Caroline. Hein. Bonjour. Bah, c'est mieux. Marie-Hélène Rodriguez, responsable du service production chez Arevi, agence de voyage bien connue. Bonjour à toutes et à tous. De nos auditeurs. Et en direct, mesdames, messieurs, en ce moment même, Maritza Bada, au Pérou. Elle est guide officielle Nord-Pérou. Elle parle français. Elle reçoit beaucoup de Français. Et elle est située dans la ville de Trujillo. C'est ça, Maritza? Bonjour. Bonjour à tous. Alors, tout se passe bien à Trujillo? La température est bonne? Il pleut pas? Il y a du vent? Comment ça se passe? En ce moment, nous sommes en printemps, donc nous avons un climat merveilleux. Oui. Et nous avons une température moyenne de 22 degrés environ. Et c'est le printemps chez vous, parce que nous sommes de l'autre côté de l'équateur. Ouais. Hein. Laetitia, on va commencer avec vous. Laetitia González Montilla, directrice de South American DMC, agence de voyage spécialisée du Pérou. Pourquoi on dit que le Pérou, c'est le deuxième voyage à faire après... Le Nord-Pérou, c'est le deuxième voyage à faire après le Sud? Pourquoi? Oui. Parce que, premièrement, on n'a pas d'altitude. D'accord. Alors que dans le Sud, on est un peu plus haut. Voilà. Après, on prend la Panamericana, 900 km. Ça, c'est une route? Voilà, la route qui traverse toute l'Amérique latine, des États-Unis jusqu'à la Terre du Feu. D'accord. Et après, on va passer par des paysages différents. On va trouver 5 sites qui sont patrimoine mondial de l'humanité. On va trouver une nature, une écologie et toute une nature intacte, dense, luxuriante, jolie. Et des animaux. Et effectivement, dont le fameux ours à lunettes. Le ours à lunettes, on a des crocodiles, on a la menthe géante. La menthe, les raies mantas. Voilà. Et après, on a 12, un parcours de 700 km jusqu'à 1000-2000 km, mais qu'on peut faire en 15-17 jours. Et on va voir toute cette diversité des natures et des cultures. Donc déjà, une physionomie dans le nord différente du sud. Complètement. Mais de toute façon, on atterrit à Lima, après 12 heures d'avion. Lima, oui. C'est à peu près au milieu du pays. Hein. Tout à fait. Et oui. À droite, on descend dans le sud, et à gauche, on va dans le nord. Voilà. Marie-Hélène Rodriguez, responsable du service production chez Arevi, est-ce qu'on peut dire que ce nord, il est d'une richesse méconnue? Tout à fait. D'ailleurs, nous, on le propose dans un programme complet, combinant le sud et le nord. Et au retour, nos voyageurs sont surpris. C'est
pas forcément la première raison pour laquelle ils ont choisi ce voyage, sauf le fait qu'il soit complet, mais c'est vraiment la partie qui leur a le plus touché, puisque justement préserver du tourisme de masse et un grand contraste évidemment avec la population, notamment autour du Machu Picchu. Est-il vrai que dans le nord, c'est là où on trouve les belles plages ? Alors, tout au nord, effectivement, bon, nous, on a plus un accent culturel sur nos voyages, donc on s'attache plus aux sites archéologiques, mais tout à fait, et c'est là aussi, dans le nord, où les plages sont l'eau, surtout la plus chaude. Absolument, oui, parce qu'il fait plus chaud dans le nord, curieusement, que dans le sud. Oui et non, mais c'est l'eau qui est... L'eau est plus chaude. L'eau est plus chaude. Oui, Caroline Béraud, conseil en tourisme événementiel. Qu'est-ce que vous, entre guillemets, vendez aux gens qui veulent visiter le nord du Pérou ? Comment vous les attirez ? Comment vous leur donnez l'appétit du nord ? Alors, le nord du Pérou, c'est une destination qu'on propose comme originale, un peu hors des sentiers battus, parce que d'abord, les gens ne connaissent pas. Et donc, ça va aller pour les personnes qui sont curieux d'archéologie, et de rencontres aussi, mais l'archéologie est importante. Et également, comme disait Laetitia, avec un niveau d'altitude acceptable pour tout le monde. Et on va aller voir, par exemple, le site de Cualap qui est pas connu. Cualap, c'est où Cualap ? Alors, Cualap, c'est une forteresse qui est tout au nord du Pérou et qui a été découverte, je crois, en 1850. Mais à cette époque-là, on ne savait pas. On voyait un tas de pierres en haut d'une colline. On ne savait pas comment accéder, etc. Et donc, ça a suscité beaucoup de curiosité. Et c'est beaucoup plus tard que ça a été découvert. Et c'est une forteresse qui a été construite je crois 500 ou 700 ans avant le fameux Machu Picchu dont on parle. Et donc l'idée est d'aller découvrir autre chose que le Machu Picchu. Bien sûr. Et d'aller remonter l'histoire, parce qu'il n'y a pas que les Incas. Avant les Incas, il y avait des cultures, les pré-Incas, les cultures moche, et qu'il faut absolument aller découvrir. D'accord. Laetitia González Mantilla, les trois sites archéologiques qu'il ne faut pas manquer dans le Nord, qu'est-ce que ce serait ? On commence par Chan Chan. Chan Chan, d'accord. C'est où Chan Chan ? Chan Chan, c'est à côté de Trujillo. À côté de chez Maritza. Maritza, on a 14 palais de l'époque Chimú. Donc, c'est pas loin de Trujillo. Non, c'est à 10 km, plus ou moins, au bord de la mer, presque. Vous savez, Caral. Caral, c'est... Qu'est-ce qu'on voit à Chan Chan ? Mais à Chan Chan, pour le moment, on voit des murs, et des très belles reliefs qui représentent la vie de la mer. Parce que Chan Chan, les Huachicas, c'était des pêcheurs. Donc, tu as toute l'ambiance, tu as les poissons, on a les oiseaux marins, tous qui sont disaignés, les rhombos, toutes les figures qui ramènent aussi à la mer, comment ça s'appelle, la pesque, la pêche. Ouais, de la pêche. Enfin, ils ramènent à la mer. Mais avant, à 3 heures de Lima, nous avons Caral. Caral, c'est un nouveau site qui a été découvert et travaillé il y a une vingtaine d'années. Et c'est important parce que c'est l'origine des premiers États d'administration. C'est les premiers États, on compare avec Ninive et Babylone. Donc, ce sont des villes très anciennes, oui. Et un des avantages, c'est qu'il a été travaillé avec la population. Donc, tous les jeunes, que c'était étudiants, qui maintenant sont un peu de 25 à 30 ans, ils ont travaillé, ils participaient dans les excavations, ils travaillent actuellement comme guides. Donc, ça, c'est un endroit, un site qui est situé à 4 heures au nord de Lima. Il ne faut pas le rater, celui-là. Il ne faut pas le rater, voilà, ça, Chan Chan. Et après, vous savez, naturellement, à Chiclayo, le musée des tumbas réales de Zipan. Alors, celui-là, il est extraordinaire, celui-là. Voilà. Ça a été la découverte de Zipan, ça a été comme le Toutankhamon. C'est la découverte de Toutankhamon pour l'Égypte. On a trouvé un tombeau où il y avait plus de 200 kilos d'or, on va dire, d'or, mais pas massif. Il était de façon différente, il avait les masques, il était travaillé, il avait c'était les bijoux, les masques. Voilà, tous les bijoux c'était l'enterrement du seigneur de Zipan. Donc ça c'est le côté archéologique. C'était découverte en 97, c'est ça ? Donc c'est récent encore. On continue de découvrir des choses. Tout à fait. Et à partir de là, le tourisme vers le nord du Pérou a augmenté. Donc c'est pour ça
Il faut continuer à parler du nord du Pérou. Il faut continuer à parler pour que les gens puissent venir. Absolument. On va continuer à en parler. Juste un petit point avec vous, Maritza Bada. Trujillo, combien d'habitants? 800 000 à peu près. C'est une grosse ville, hein? À l'heure actuelle, Trujillo est considérée la troisième ville la plus importante du pays. On dépasse déjà les millions d'habitants. C'est une grande ville qui a son origine coloniale, mais depuis s'est développée petit à petit. Et on trouve déjà des bidonvilles énormes vers l'est de Trujillo. Ça a augmenté énormément la population de la région. D'accord. On a entendu parler de Trujillo il y a quelques années parce qu'il y a eu une Miss Monde qui a été élue Miss Monde, qui était une très belle femme. Et alors, depuis ce temps-là, on dit qu'il y a de très très belles femmes à Trujillo. C'est l'endroit du Pérou où on trouve les plus jolies femmes. C'est vrai ou pas? Oui, c'est le nord du Pérou, à partir de Trujillo, Chiclayo. Chiclayo, c'est aussi une ville dans laquelle on a de belles femmes, comme dans tous les pays. Bien sûr. Et Trujillo, que voir, que faire à Trujillo? Si je suis touriste à Trujillo, j'ai 2 jours. Qu'est-ce que je vais faire en premier? Qu'est-ce que je vais voir? Nous, on fait beaucoup d'excursions à l'extérieur de la ville. On commence d'abord par un site d'époque Moche, qui est le temple de la Lune et du Soleil, qui se trouve à quelques kilomètres au sud-est de la ville. C'est un site très beau d'époque Moche. Et ensuite, on fait la ville de Chan Chan, qui est pas loin de la ville, qui est pas loin du centre-ville. On continue avec les petits villages de pêcheurs qui s'appelle Huanchaco, dans lesquels vous aurez l'occasion de voir et avoir une expérience très sympa de voir l'utilisation des bateaux en roseau, qui c'est un moyen de pêche artisanale que les gens continuent à faire jusqu'à présent. Oui, je l'ai vu, les bateaux en roseau, c'est comme des kayaks, c'est assez long. Et c'est des roseaux tissés. C'est incroyable, c'est vraiment un mode traditionnel qui a survécu. Oui, c'est ça, c'est intéressant. Si vous voulez, vous pouvez, essayer. Si vous êtes courageux, bien sûr, vous pourrez louer un bateau et aller naviguer dans ce type de bateau qui existe encore et qui s'utilise beaucoup dans cette plage de Huanchaco. D'accord. Après, nous avons la ville. On va marquer une petite pause. Maritza, on va marquer une petite pause. On va se retrouver juste après pour continuer à parler de Trujillo, car nous sommes, chers amis, en train de découvrir une pépite, le nord du Pérou. À tout de suite. Traditions ancestrales, patrimoine, jungle, gastronomie, à la découverte du nord du Pérou, hors des sentiers battus. Arevi et South American Destination Pérou présentent Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gicquel. Nous sommes partis à la découverte du Nord Pérou, la cordillère blanche, des forteresses perdues, des pyramides qu'on retrouve, des plages sublimes, une gastronomie exceptionnelle et des témoignages autour de cette table formidable parce que nous sommes avec des gens qui connaissent bien le Pérou. Laetitia González Montelia est avec nous. Elle dirige une agence de voyage spécialisée Pérou. Marie-Hélène Rodriguez aussi, responsable du service production chez Arevi. Alors elle, c'est plutôt sur le côté culturel, hein. On va en parler du côté culturel. Caroline Béraud, conseil en tourisme événementiel. Vous aurez des anecdotes à nous raconter de ce que vous avez vécu au Pérou. Et puis Maritza est avec nous depuis tout à l'heure. Maritza, elle est guide officielle Nord-Pérou et elle est en ce moment à Trujillo et elle reçoit les Français pour leur parler et pour leur montrer, les guider dans la région de Trujillo. Je vous laisse terminer votre description de la ville tout à l'heure. Je vous écoute, Maritza. Donc, j'étais en train de vous parler sur la visite du centre-ville, oui, dans lequel nous avons des belles murs coloniaux, et qui c'est une étape aussi très importante dans l'histoire du Pérou. Donc, nous avons des façades très colorées, des restes de jolis balcons. Oui, j'ai vu des façades jaunes, rouges, violettes. C'est très très joli, avec des belles demeures coloniales, c'est très beau. Comment on visite Trujillo? À pied, à cheval, en vélo? Qu'est-ce qui est le mieux pour vous? En bus? Qu'est-ce que vous pourriez conseiller à nos auditeurs? Pour faire la visite de la ville, bien sûr, il faut faire tout à pied. On se déplace et on admire toutes les belles façades. On passe à travers de la rue qui s'appelle Pizarro, qui en fait c'est la capitale ou le cœur de la ville. On va dans tous les endroits d'intérêt dans lesquels on a beaucoup d'histoires à Trujillo. Tous les coins, toutes les rues sont vraiment intéressantes. Elles ont leur propre histoire. C'est une ville encore parlante à l'heure actuelle. Il y a beaucoup de coins
qui sont instagrammables, hein, parce qu'aujourd'hui, il faut quand même montrer qu'on est en vacances au Pérou, il faut prendre des photos partout. Donc Trujillo, c'est l'idéal. C'est vraiment une très belle ville. Vous êtes d'accord tout autour de cette table, hein? Trujillo, vous connaissez tous. Parfait. Un conseil de visite sur Trujillo, vous trois, qu'est-ce qui pourrait nous dire quelque chose? Moi, j'ai le petit musée d'art moderne aussi, qui est dans les visites hors des sentiers battus. Donc, il a été fondé par Gerardo Chavez, qui est donc né à Trujillo, qui est venu à Paris. Donc, il fait partie du mouvement surréaliste. Et il est retourné dans les années 70 au Pérou. Donc, c'est sa collection personnelle qui peut être vue. Et le musée en lui-même est charmant, avec un petit jardin. D'accord. Il est très moderne. Notamment un Paul Klee dans sa collection, et aussi une sculpture de Giacometti. À ne pas rater. Voilà. Tout à fait, oui. En dehors des sites archéologiques classiques. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai que le Pérou se fait surtout connaître par ses sites archéologiques, mais il vaut aussi par l'excellence de ses musées. Vous êtes d'accord, Marie-Hélène? Il y en a beaucoup? Oui, mais aussi pour une activité qu'il faudrait faire à Trujillo, c'est la sortie en bateau. Bien sûr. Que vous avez parlé déjà, Maritza, et à Huanchaco, à la plage, on peut sortir, faire une petite promenade de quelques kilomètres en bateau, en caballito de Totora. Et ça, c'est une chose magnifique à faire. Caballito de Totora. Caballito de Totora. C'est un peu à faire hors des musées. Voilà. Est-ce qu'il y a certaines périodes dans l'année où on peut voir des baleines? Non, pas à Trujillo. À quel moment? C'est au nord, encore plus au nord. Oui, mais on peut en voir. On peut les voir, oui. D'accord. Alors, on va parler aussi de la physionomie de ce pays du Nord. On est d'accord qu'en première bande, on a les plages, la côte, on a une petite partie désertique, ensuite, on a la cordillère, et après, on a la forêt amazonienne. Tout à fait. Ce que les gens ignorent, c'est que la forêt amazonienne commence déjà, enfin, il y a une partie qui est chez vous, au Pérou. Voilà, il y a deux rivières, une qui est née à Arequipa, donc qui est bien au sud du Pérou, et l'autre qui est un peu au nord. Ils vont marcher, ils vont parcourir presque 1000 kilomètres pour arriver à Nauta. À Nauta, c'est à côté d'Iquitos, donc on est bien au nord, à 300-400 kilomètres de la frontière avec l'Équateur, mais c'est là où va naître la rivière Amazone. Incroyable. L'Amazone la rivière Amazonas, donc l'Amazonas a sa source au Pérou, et il parcourt après presque 5000 kilomètres pour arriver au Brésil, à Manaus. Voilà. D'accord. Et sur cette période, sur cette petite, c'est des grosses rivières, c'est quand même des gros fleuves, il est possible de faire du tourisme fluvial? Oui, mais les gens dans l'Amazone, ils se déplacent un bateau. Oui, forcément. C'est le seul endroit, c'est la seule façon de c'est ça ou l'avion? Tout à fait. Et la ville à rejoindre en avion, comment elle s'appelle? Iquitos. D'accord. Et de Iquitos, c'est à 1h30 de Lima, un vol, donc ça fait quand même... En vol intérieur. Oui. Il existe donc un vol intérieur. Sinon, si on veut y aller en bateau, c'est 6 jours. Non, voilà, c'est compliqué. Ça, c'est impossible. Il n'y a pas de route d'ailleurs entre Lima et Iquitos. C'est forcément par avion. Et les croisières commencent à Iquitos. Oui, tout à fait. Mais malgré l'étendue du pays, si on veut rester sur le nord, à votre avis, vous évaluez à combien de jours qu'il faut pour visiter le Nord? 10 jours, 15 jours, 1 mois, 3... Mais le minimum, c'est 12 jours. 12 jours, c'est bien. 12 jours. Okay. Vous êtes d'accord? Oui. 12 jours. Et après, une fois qu'on a visité tout ce nord du Pérou, qu'on a visité toutes les physionomies, est-ce qu'on peut aborder les thèmes différents? Par exemple, moi, je suis un randonneur, par exemple. Est-ce que je trouve mon bonheur? On a très belle Parce possibilité. Que ça monte beaucoup, hein. Oui, mais il y a différents niveaux d'altitude. Mais on a déjà, en partant de Lima vers le nord, vers le Callejón de Huaylas, vous savez, il y a 600 km quand même. Autour de Lima, on a des petits randonnées, mais pour aller vers le nord, autour du Callejón de Huaylas, on propose 2 et 3 jours des marches à différents niveaux de difficulté, très, très bien, avec de superbes paysages et montagnes. Aussi autour de Trujillo. Avec Marisa, on a des promenades entre les plages de Huanchaco, un peu les petites montagnes. C'est parfait, mais c'est plat en plus, ça me va très bien. Tout à fait. Donc, et on peut avoir des alpagas, des lamas comme animal de bas pour mettre ses... Oui, pas là. On peut le voir en altitude. En altitude? Du côté de Cuelap. Du côté de Cuelap, au niveau de la Cordillera Blanche et Huaraz. C'est là où on fait le trekking avec
D'accord. les llamas. Et ça, c'est une très belle chose à vivre. Ça, c'est une belle expérience. Tout à fait. Ça fait partie pour moi des expériences incontournables à faire quand on va au Pérou. C'est d'avoir ce contact avec les lamas, qui est l'animal emblématique, et de faire un tour dans la montagne et de voir cette majesté de paysage. Parce qu'on est d'accord que le Pérou, c'est une majesté de paysage, Caroline. Très bien. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup nature de variantes, intacte, beaucoup de variantes entre justement la forêt et puis le côté désertique qui est sur toute la côte. En zone aussi où on peut aller, parce qu'il y a le parc de Chapari, qui est pas très loin de Caramarca, et on peut faire de la randonnée et on peut aller absolument voir pour le coup toute la faune, parce qu'on a beaucoup de demandes maintenant pour le birdwatching, et puis des personnes qui veulent aller étudier la nature. Le birdwatching, c'est ceux qui veulent observer les... Oui, tout à fait, tous les oiseaux. Et c'est un pays qui est très très riche, puisqu'ils ils sont pas chassés, et donc on peut les approcher très très facilement. Ils n'ont pas peur des avec êtres des humains. oiseaux très rares même, qui sont entre d'ailleurs la Colombie, le Brésil, l'Équateur. Et dans ces parcs, on voit beaucoup d'oiseaux. Des condors, est-ce qu'on voit le fameux condor? Oui. De Tintin. Il faut aller très très haut. Par contre, les condors, c'est plus sur Huaraz, parce que le condor, il niche très haut. D'accord. Et là, on parlait de Huaraz, pour faire c'est là où on fait de l'escalade. Et là, c'est du vrai trekking dans les Andes, puisqu'on monte très haut. On peut monter facilement à 4000 mètres. Et vous nous racontiez, quand on prenait le déjeuner ensemble, car on peut dire à nos auditeurs, nous avons déjeuné ensemble avant cette émission, vous me racontiez qu'on prenait de l'oxygène maintenant dans les petites bouteilles. C'est où ça? Ça se passe où? C'est dès qu'on est en montagne, en réalité, parce que... Mais c'est nouveau ça au Pérou, non? Disons que ça s'est modernisé, parce qu'autrefois c'était un peu plus compliqué, mais maintenant ils ont adapté pour le tourisme des petites bouteilles d'oxygène. Pour les seniors ou pour tout le monde, même pour les jeunes? Pour tout le monde, c'est pas une question d'âge. Voilà. Encore une idée, qu'il faut porter en brèche, et que c'est pas une question d'âge. Ah non, absolument. Et même souvent les seniors, ils résistent plus parce qu'ils ont l'habitude de crapahuter un peu en montagne. Mais donc on a cette petite bouteille, on ouvre, on met le masque et on reste là-dessus. Tout à fait. Et dès que pour le 3000 mètres, 3005 pour certaines personnes. Alors qu'avant, c'était que des grosses bouteilles dans les bus ou les véhicules, maintenant, c'est des individuel. hôtels. Mais là, maintenant, on peut se balader avec sa petite bouteille. Maritza Bada, vous qui accueillez beaucoup de touristes français, qu'est-ce qu'ils vous demandent, les touristes français? Est-ce qu'ils ont toujours ces clichés sur le Pérou, ou est-ce qu'ils vous demandent des choses un peu différentes? À l'heure actuelle, on a beaucoup de touristes qui arrivent au nord du Pérou et qui demandent de faire des excursions dans des endroits qui ne sont pas encore bien connus, bien sûr. Le nord du Pérou, c'est une région qui est très à la découverte. On a beaucoup de fouilles qui se font dans toutes les régions, qui mettent en place différents sites archéologiques que les touristes demandent de plus en plus de les visiter. Et c'est vrai que la ville de Chan-Chan, c'est la plus connue, le musée des tombeaux royaux du Seigneur de Sipan aussi. Mais on a des autres sites aussi importants qui datent de l'époque pré-céramique, par exemple, qui ne sont pas encore connus et qu'ils demandent de les mettre dans les circuits pour parler beaucoup plus de toutes les étapes culturelles que nous avons dans notre région. Restez avec nous, chers auditeurs de Sud Radio. Nous allons continuer à vous faire découvrir le nord du Pérou, ce côté du Pérou méconnu, avec toutes ces richesses formidables avec nos invités. Dans un instant, on se retrouve à tout de suite. Traditions ancestrales, patrimoine, jungle, gastronomie, à la découverte du nord du Pérou, hors des sentiers battus. Arevi et South American Destination Pérou présentent Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gicquel. Alors si vous êtes comme nous, des voyageurs qui aimez le contact humain, le contact avec une vraie nature, avec des choses authentiques, avec de l'histoire, avec de la culture, aussi avec de la gastronomie, on va en parler parce que qu'est-ce qu'on mange bien au Pérou? Je vous raconte pas. Et on va parler de toute cette formidable découverte de ce Nord-Pérou que vous connaissez moins bien, puisque tout le monde entend parler du Machu Picchu, de Nazca, du lac Titicaca, qui est au sud, alors que nous sommes dans le nord. Et on a bien raison d'y être avec Laetitia González Montilla, Marie-Hélène Rodriguez, Caroline Béraud et Maritza Bada, qui est guide
officielle, en direct, en ce moment même, à Trujillo. Oh, on dit pas olé, hein, au Pérou, non. Non, mais on peut le dire. On peut le dire. On va parler avec vous justement, Laetitia Gonzalez, de tout ce que les gens ne savent pas. On ne sait pas que c'est une terre de gastronomes. Et c'est une terre où les gens aiment manger. Et qu'est-ce qu'on mange au Pérou et qu'est-ce qui est délicieux au Pérou? Déjà, le ceviche, que vous savez voilà. Très bien, les Français, ils sont bien introduits dans, c'est vrai. Dans le plat. C'est la grande mode. Hein. Le ceviche, voilà, il est à la mode. Mais le Pérou a 26 régions et chaque région a vraiment un plat typique. C'est vrai, 26 identités régionales et terroirs, on peut dire. C'est incroyable. Voilà, terroir, comme la France. Comme la France. Chacun, et donc, on a à la région du Nord, on mange beaucoup el pato, c'est le canard. Le canard. C'est le canard, du riz au canard, mais c'est avec beaucoup des plantes, des épices, des épices qui donnent des goûts assez différents. Qu'est-ce qu'on a? On a beaucoup de plats avec le maïs, donc la humitas, que c'est fait chez le maïs avec des oignons très bien faits et comme un plat tout seul qu'on peut le voir le manger à côté d'un café. Bien sûr. Le matin, les gens, au lieu de prendre un croissant et un café, on fait un café avec une humita. Une humita salée. Donc c'est très mieux. Bon. Il faut mieux manger, le matin, il faut mieux manger salé que sucré. Non, mais c'est vrai en plus. Et très sain. Après, on a les d'autres gambas. choses. On a crevettes, gambas. Les crevettes aussi, voilà, tout le nord. Alors, en parlant du nord Pérou, à la frontière avec l'Équateur, nous avons la région des mangroves. Et dans les mangroves, il y a eu beaucoup de parcs. Il y a des parcs aux crevettes. Donc, on mange beaucoup des crevettes aussi dans tout le Pérou. Et d'ailleurs, ces crevettes sont exportées. Est-ce que c'est là où on trouve les crocodiles dont vous nous parliez tout à l'heure? Tout à fait. Oui. On a un petit les crocodiles du Nil. Les crocodiles du Nil sont typiques du nord des mangroves seulement. D'accord. Ils sont aussi été représentés à l'époque préhistorique. On les trouve dans des poteries, on les trouve dans les reliefs de l'époque coupisnique, qui sont des cultures locales, déjà qui sont été disséminés. Donc il y avait déjà des crocodiles à l'époque. On a aussi des raies mantas géantes qui vont entre l'Équateur et le Pérou. Il y a des scientifiques qui travaillent dessus. Ils sont déjà répertoriés entre 8 ou 12 ils sont déjà une pince pour pouvoir suivre leur parcours et savoir, ils ont été marqués, et connaître un peu leur habitat et comment ils évoluent. Donc on s'intéresse à tout ça. Oui. Oui, si ça, c'est Marie-Hélène. Parce qu'il y a tellement de femmes autour de cette table, je ne sais plus. Marie-Hélène, le plat que vous avez dégusté qui vous a le plus surpris, ce sont des couilles de quelque chose. Oui, le fameux couille, CUY, que j'ai découvert mis sur une carte d'un restaurant. Donc, je suis très curieuse et on m'a dit que c'était un Mais ça se prononce comme ça, typique couille. D'accord. Et c'est c'est un cochon d'Inde. C'est un petit cochon d'Inde. Voilà, il est gros. Il est gros, d'où le nom en fait cochon d'Inde, puisque à l'époque Christophe Colomb pensait découvrir les Indes. Donc c'était le mammifère qui se mange. Et ça se cuisine bien. C'est quoi? Ça ressemble grillé. À quoi? Ça a quand même la forme du cochon d'Inde, mais c'est la taille d'un beau coquelet qui est souvent coupé en deux, grillé. Et ça a surtout le goût du lapin. Ça a le goût du lapin. Voilà. D'accord. Caroline Béraud, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont étonné dans la gastronomie ou que vous aimez bien? Déjà, vous pouvez nous raconter qu'on visite les fermes cacao et les fermes à café. Oui, tout à fait. Parce que ça c'est vraiment intéressant. Oui, tout à fait. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien présenter parce que ça fait partie de l'agriculture et de la ruralité. Quand on traverse des villages, on va voir les plantations de café et on s'arrête dans ce qu'on appelle les fincas, qui sont beaucoup dans le nord, d'ailleurs, dans la région de Caramarca. Et on voit comment est cultivé le café, depuis le grain de café qu'on voit sur le plan jusqu'à la torréfaction et jusqu'à ce qu'on retrouve dans la tasse avec la dégustation. Et le Pérou est le 9e producteur au monde de café, ce qui n'est quand même pas rien. Et ils ont beaucoup de café bio. Ça, c'est leur force. C'est-à-dire que dans les Andes ou dans cette partie entre les Andes et l'Amazonie, on cultive un café bio et ils sont suivis et encouragés par beaucoup d'associations qui encouragent cette culture. Mais l'agriculture
l'agriculture en règle générale est plutôt une agriculture traditionnelle, donc plutôt saine, on va dire. Tout à fait, même au niveau des petits... Il n'y a pas de grande culture, de grande propriété. Production de culture céréalière, par exemple. C'est comme le cacao, par exemple, qui a réintroduit beaucoup dans la partie amazonienne, avec le fait que c'est une culture qui empêche... ou qui est lié contre la déforestation, puisque les plants de cacaoyer sont plantés sous les grands arbres. Oui, sous la frondaison des arbres. Tout à fait. Ils n'ont pas besoin de soleil, finalement. Ils n'ont pas besoin de soleil, et donc ça aide les agriculteurs à se détacher de la culture de la feuille de coca, entre autres, et à se libérer du narcotrafic. D'accord. Dont ils étaient un peu soumis, et d'avoir leur autonomie agricole et financière. Et ce cacao, il est bio, puisque il est délicieux. Il est très bon, et il arrive en Europe, il est commercialisé en Europe. D'ailleurs, dans les supermarchés, on peut trouver partout du café, du cacao du Pérou. D'accord. Voilà. On trouve du thé aussi? Tout à fait. On trouve du thé, il y en a, c'est plutôt dans le sud. Alors, ne parlons pas du sud, parce que... Non, on parle que du nord aujourd'hui. Mais voilà, donc on peut trouver ça. Et puis dans les alcools, puisqu'on parlait tout à l'heure, il y a quand même le célèbre Pisco Sour, qui est la boisson nationale. C'est costaud, hein? C'est assez costaud. Et moi, ce que j'aime bien faire avec nos clients, c'est d'organiser des petits concours comme ça. On donne aux participants la recette, on donne les ingrédients. Alors, rappelez-nous la recette, vite fait. Et après, il faut qu'ils fassent le produit. Donc, il y a du Pisco Sour, qui est un alcool de raisin, qui fait 40-50 degrés, du jus de citron vert, important, du sucre de canne et du blanc d'œuf. C'est ça qui fait un peu la différence, qui donne la couleur mousseuse, la petite couche mousseuse, et puis quelques gouttes d'angostura pour faire joli, et puis donner le petit côté amer. Donc on sent qu'elle adore la boisson. On sent qu'il y a du vécu quand même. Hein. Tout à fait. Et donc je fais des petits concours comme ça, où chacun doit tester son produit, et après évidemment tout le monde goûte, et on décide qui a fait le meilleur pisco. Voilà. Très bien. Est-il vrai que les plus beaux ciels d'Amérique du Sud sont au Pérou? Ils sont lumineux, on voit les étoiles le soir. C'est vrai ça ou pas? C'est vrai, vous pouvez voir la Croix du Sud. La fameuse Croix du Sud. Ça nous fait rire. La première fois qu'on voit dans le ciel la Croix du Sud, ça c'est pas commun. Ça nous change de l'étoile du Nord. Absolument. Voilà. Il faut dire que le voyage au Nord, on n'a pas parlé des chachapoyas. Allons-y. Donc on part de Lima, on fait Trujillo, Chiclayo, et après on monte vers les Andes, mais on arrive à 2500, 3000 mètres, et là on trouve une race des gens qu'on appelle les hommes des nuages. Donc ça, c'est les chachapoyas. Le peuple des nuages. Le peuple des nuages. Et là, on a la belle forteresse de Cuélap, qu'on appelle aussi le deuxième Machu Picchu, ou le Machu Picchu du Nord. Et c'est situé dans la même ligne, si vous voulez descendre la géographie en bas, les montagnes, c'est situé pareil que Machu Picchu, entre 2005 et 2002, toute la cité et toute l'organisation s'est située, la ville est passée entre 2002 et 2005. C'est en escalier aussi, comme ça, des forteresses, enfin Non, c'est pas un escalier. C'est plat? En haut, c'est plat, mais... C'est sur un plateau, en fait. Sur un plateau, ouais. D'accord, ok. Donc, on a Chachapoya, c'est toute la culture. Chachapoya, c'est la culture des Chachapoyas. Et après, on fait un tour vers Cajamarca. Comme ça, on descend et ça nous fait un tour de 12, 13, 15 jours. Où vous allez voir une différente géographie. Vous allez manger des produits différents, des fruits différents, de différentes altitudes. C'est sur 15 jours, ça? Oui, 13, 15 jours. Tout ça en bus ou quoi? En voiture? En bus. Avec un seul vol. Et on va faire des stops souvent dans les plantations, soit des cafés ou des cacao. Donc ça fait que c'est un voyage gastronomique, c'est un voyage culturel. Et vous avez la musique. Paysager. Vous avez tous les sens épicuriens. C'est génial, parfait. Voilà, des voyages. On va marquer une petite pause, chers amis. On va se retrouver encore pour le dernier quart d'heure pour continuer à parler de ce merveilleux pays et de sa destination un peu surprenante, hors des sentiers battus, que constitue le nord du Pérou. On parlera d'une vague extraordinaire pour les surfeurs. On parlera également de la nuit qui tombe en 2 secondes et demie. Ça, c'est vrai, c'est un truc qui vous a marqué, ça. Tout d'un coup,
comme si quelqu'un avait des... Allez, hop, hop, hop. Et on parlera aussi des souvenirs aussi de Caroline, parce qu'elle en a plein à nous raconter. À tout de suite, chers amis. Traditions ancestrales, patrimoine, jungle, gastronomie, à la découverte du nord du Pérou, hors des sentiers battus. Arevi et South American Destination Pérou présentent Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gicquel. Et dans cette émission, nous sommes au Nord Pérou, le deuxième voyage à faire après le Machu Picchu, qui est vraiment surfait. Il faut arrêter avec le Machu Picchu. Il faut aller dans le nord du Pérou, car le nord du Pérou est surprenant, étonnant, et avec une grande richesse de choses à voir et à faire. Est-il vrai que l'on trouve, par exemple, une météo plus clémente sur toute la côte nord ? Ça, c'est vrai. Et à cause du microclimat, d'un courant, d'El Niño. C'est ça ? Ouais. Et donc, c'est vrai que le climat est plus clément dans le nord que dans le sud. Ça, il faut le dire à nos auditeurs qui soient contents de l'apprendre. Nous sommes avec Laetitia González Montilla, Marie-Hélène Rodriguez, Caroline Béraud et Maritza Bada. Justement, Maritza, parlez-nous de la danse officielle du Pérou, parce qu'on parle toujours du Brésil, de la samba. Mais au Pérou, il y a aussi une danse populaire qui réunit beaucoup de monde chaque année et qui fait la fête. C'est à quel moment et c'est quoi ? Dans la région du Nord, il y a une danse d'origine coloniale qui est la marinera. La marinera. La marinera, le nom c'est dû à un personnage qui est décédé lors de la guerre du Pacifique, Miguel Gros. En fait, nous avons des festivals qui s'organisent au mois de janvier. Ici à Trujillo, on a une compétition dans laquelle arrivent beaucoup de jeunes couples qui s'entraînent toute l'année pour participer. Et c'est une danse à l'heure actuelle qui se voit plutôt dans plusieurs écoles qui préparent à ces gens pour la compétition. Et on a différents types de danses, des danses qui se voient normalement dans la campagne, où les garçons dansent aux pieds nus. La femme aussi porte une robe très jolie, élégante et décorée par des bijoux en or. Et voilà, elle danse aussi aux pieds nus. C'est un spectacle. En fait, la danse de la marinera est reliée à l'amour. C'est la séduction du garçon qui finalement tombe amoureux de la fille. Et finalement, ils se rencontrent et après, ils parlent les deux ensemble pour commencer sa vie de mariée. D'accord. Et ça, on voit ça en janvier, vous dites. Oui, janvier, c'est la période dans laquelle on a la compétition nationale organisée par un club ici à Trujillo. Et on a des spectacles toute la semaine dans lesquels on peut observer toute cette belle danse de la marinera. D'accord. Caroline Béraud, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, vous, sur vos endroits, vos choses à faire, à voir absolument, les incontournables ? Vos pépites à vous sur le Pérou Nord, ce serait quoi ? Alors, mes pépites à moi... À part la boisson dont vous m'avez parlé de là. Moi, je parle beaucoup d'alcool. Non, ça va. Parler de boisson, on peut parler de la boisson qui est la chicha, qui est même la boisson de l'Inca, qui est la boisson la plus ancienne, parce qu'au Pérou, il y a plusieurs centaines de sortes de maïs qu'on ne connaît pas du tout, du blanc, du violet, du noir. Et donc, autrefois, ils faisaient, mais toujours maintenant d'ailleurs, on fait fermenter le maïs et on en fait une boisson. C'est un peu l'équivalent de la bière. D'accord. Et donc, c'est une boisson qui est absolument populaire. Et dans toutes les fêtes populaires, les fêtes de village, il y a toujours la chicha. Ouais. Ça fait 5-6 degrés ou plus selon que c'est fermenté. Et puis, il y a plein de variantes maintenant pour un peu moderniser la chicha. Mais c'est la boisson populaire des fêtes de village. Et dans les carnavals, il y a toujours la chicha qui est servi partout. Et le souvenir que vous voudriez faire partager à nos auditeurs sur la chose le plus émouvant que vous avez connue, ou l'anecdote ou Alors moi, dans les découvertes dans les visites, qui m'a beaucoup surprise, c'est dans les fameuses pyramides dont on parlait tout à l'heure, c'est la tombe de la Dame de Cao, parce que on parle beaucoup des caciques, des grands chefs, notamment le seigneur de Sipane, mais il y a cette tombe qui a été découverte et c'est une femme qui était une chef
une chef d'État, un peu une cacique, et c'est la seule femme qu'on a trouvée qui avait ce rôle-là. Et d'ailleurs, elle est tellement connue, enfin il y a un musée bien sûr, et d'ailleurs il y a eu une exposition il y a quelques années au musée du Quai Branly qui racontait toute son histoire et avec cette culture, et c'était un peu ma surprise dans cette découverte de tous les sites du Nord. Laetitia González-Montilla, le Pérou est un pays de musées. Il y a énormément de musées à visiter. Ça, on s'ennuie jamais au niveau musée. Bien sûr, on vient de l'écouter. Mais justement, avec la señora de Cao, on parle du matriarcat. Finalement, la lignée de toute la population qui habitait le Nord et on parlait la langue des pêcheurs. Et on parle des matriarcats, parce qu'il y a plusieurs femmes qui s'étaient caciques et que de plus en plus on retrouve dirigeantes. Dans les nouvelles découvertes, voilà, que c'était les femmes qui dirigeaient le pays, les régions. Les régions. Et est-il vrai qu'on trouve un des plus beaux musées du monde au Pérou? Oui. C'est lequel? C'est le musée du Seigneur de Sipan. C'est celui-là. Oui, c'est parmi les 10 premiers musées du monde. D'accord. Du point de vue la décoration, la mise en place et la mise en lumière des objets. Oui. Est-il vrai que les surfeurs du monde entier viennent chercher une vague gauche la plus forte du monde? Oui. C'est où? Oui, c'est où il y a 2 endroits. Il y a Máncora, et tu connais l'autre, Maritza? Chicama. Voilà. Et là, c'est vraiment les endroits pour les surfeurs. Ouais. Et là, quelle est la cité balnéaire du Pérou, dans le nord? L'endroit où vraiment on vient pour se baigner, on vient pour passer du bon temps, manger une glace, flâner, s'amuser. Est-ce qu'il y en a déjà une cité balnéaire là-bas, au Pérou? Ouais, dans tout le long de la côte, on a des belles villes, des belles ports qui se sont très développés. À côté de Trujillo, nous avons la plage de Huanchaco, où on a des Huanchacos. C'est un bel endroit où on a les bateaux en roseau, on a des beaux restaurants dans lesquels vous pouvez manger tous les différents plats typiques du Nord. Et nous avons des glaces et aussi des sorbets, parce que nous, en été, on est habitué à faire beaucoup. On a des belles fruits très frais et qu'on les fait sous forme de sorbets, et on peut déguster aussi à l'après-midi dans la plage de Huanchaco, que c'est vraiment très très joli. On peut aussi donc passer au Pérou un moment, comme souvent les touristes l'aiment et le font, c'est-à-dire à flâner, à profiter du soleil, des sports nautiques, se baigner. Donc c'est aussi une destination, pour ceux qui le souhaitent, balnéaire. Mais c'est une destination très touristique, très culturelle. Marie-Hélène Rodriguez, donnez-nous vos 2-3 conseils de visite à ne pas manquer. On en a déjà beaucoup parlé. Oui, je crois qu'on a vraiment donné l'essentiel des étapes et on insiste bien. Alors nous, on ne le programme pas encore, mais justement, ça fait partie de nos projets. De ne programmer que le Nord. Programmer que le Nord, et pour justement pouvoir aller jusqu'à Cuelap, puisqu'on parle beaucoup de surtourisme. Et là, ça permet de découvrir quand même un site pré-Inca, encore préservé de... Il faut monter très loin de... disons que c'est un petit peu plus loin, soit on peut y accéder par la route, mais en faisant étape à Chiclayo. D'accord. Oui. Est-ce que vous nous conseillez, Laetitia, d'aller dans la forêt? Oui. Aussi. C'est un bel endroit? Et oui, mais on a déjà c'est une la expérience extraordinaire, la forêt amazonienne. Bien sûr. Bien sûr, c'est déjà de la chaleur, les animaux, le bruit, les odeurs. Donc oui, la forêt fait partie du Nord-Pérou. Donc n'hésitez pas à venir au Nord. C'est vrai. Oui, vous allez découvrir une population, une ville, vous allez retourner avec votre âme enrichie. Et ça, je crois que c'est très important dans les voyages. Et le Nord va vous proposer ça. En plus, il fait beau. Et on est à côté de la Panamericana, en face de l'océan Pacifique. Donc, c'est cool, c'est tranquille. Et après, vous allez des visites spéciales, mais la vie est beaucoup plus, tranquille. Les gens, ils sont pas stressés. On a la musique. La musique. Et l'hospitalité et le sourire des Péruviens, parce que c'est aussi des gens qui aiment accueillir le visiteur. Ouais. On peut le dire, vous êtes d'accord autour de cette table? Oui, tout à fait. Et vous allez découvrir le pays du soleil, le pays de Tatan, comme il imaginait. Le temple du soleil. Voilà, mais au nord. Donc, c'est un endroit où il faut aller, et je pense que vous allez revenir satisfait
de ce voyage qui vous a donné une autre image et vous allez vous retrouver vous-même dans tout ça que vous allez voir. Donc, je crois que c'est... Selon vous, les meilleures périodes, c'est quoi? C'est en ce moment? On peut aller toute l'année. Toute l'année. Toute l'année. Parce qu'avec le changement climatique, on a un tout petit peu de problème avec... C'est vrai? dire que, oui, normalement, la pluie dans les Andes, c'est décembre, janvier, février. D'accord. Donc là, il ne faudrait pas. On ne fait pas de trekking, on ne fait pas des campements dans la montagne. Mais actuellement, ça change un peu. On a des pluies avril, mai, août. Donc, il y a vraiment un dérèglement. Oui, sur quel site on trouve toutes les informations? Est-ce qu'il y a des applications? Ben oui, il y a des applications. Il y a Prom Pérou. Ici, l'Office de tourisme du Pérou qui est très actif. Oui, et sur place, maintenant, toutes les réservations des sites, la visite, les réserves à Machu Picchu. Je parle de Machu Picchu quand même parce que c'est la ligne. Oui, ils font pitié, il faut qu'on en parle un petit peu quand même. Non, mais tous les musées, tous sont en Internet, on peut retrouver, acheter les tickets d'entrée et tout déjà. D'accord. Beaucoup de choses sont via Internet. Merci Laetitia d'avoir parlé si bien de ce Nord-Pérou et de ces destinations hors des sentiers battus. Merci Marie-Hélène Rodriguez. Merci Caroline Béraud. Merci Maritza Bada. On se retrouve pour danser la marinera dans un mois, Maritza. Avec grand plaisir. Et les pieds nus, j'ai bien noté que c'est les pieds nus. Merci à tous autour de cette table. Un dernier mot pour le Pérou. Nord du Pérou, il faut y aller. Voilà. Avec grand plaisir et découvrir un Pérou différent. Merci à toutes pour cette belle émission sur le Pérou. Le monde à découvrir est terminé. On se retrouve la semaine prochaine. Salut. Traditions ancestrales, patrimoine, jungle, gastronomie, à la découverte du nord du Pérou, hors des sentiers battus. Arevi et South American Destination Pérou vous a présenté Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gicquel.